Bonjour, je suis Benjamin Thierry et le but de cette vidéo est de rendre compte des premiers résultats d'une étude relative à un questionnaire qui est le questionnaire de modèle de justice. On peut définir la justice de plusieurs manières. Une de ces manières pourrait être que la justice est une mise en pratique officielle d'un système de normes sociales. Cela signifie que dans nos comportements de tous les jours, certains sont acceptés, voire encouragés par les autres et par les organes officiels, alors que d'autres font l'objet d'un interdit. Les comportements qui sont acceptés vont soit être valorisés, ou bien vont mener à de l'indifférence, c'est-à-dire qu'ils sont tellement normaux qu'ils n'appellent pas à commentaire de la part des autres, alors que les comportements qui sont interdits vont faire l'objet d'une sanction, soit informelle de la part des pairs, soit de manière formelle par une sanction pénale. Alors il existe plusieurs manières de concevoir la justice, et si on approche cette question de manière historique, on constate qu'au fil de l'histoire, la notion de justice a connu diverses variétés. Par exemple, dans les premiers âges, même au paléolithique, au néolithique, eh bien, il y avait déjà au sein de la vie tribale une série de règles qui permettaient de réguler les relations interpersonnelles entre les membres de la tribu. On peut également citer, à partir de la période antique, avec les Grecs et puis les Latins, une réflexion autour de la notion de loi et la création d'une première science juridique qui permettait de réguler la vie au sein de la cité. On peut également citer un droit d'origine religieuse, qui était le droit canonique, à partir du début la fin de l'Empire romain. Eh bien, le droit canonique a connu une expansion et le droit canonique existe encore aujourd'hui. On peut également citer les codes écrits, ce sont ceux que l'on connaît, c'est le code pénal, le code civil, qui ont été écrits au XVIIIe siècle et qui permettent actuellement aux magistrats de faire leur travail puisqu'ils peuvent se référer à des textes qui sont écrits et qui sont officiels. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'il existe plusieurs modèles de justice qui en fait sont héritiers de l'histoire. Il existe donc une coexistence de plusieurs systèmes de normes qui parfois s'avèrent contradictoires parce qu'elles appartiennent à des traditions différentes. Le questionnaire de modèle de justice que j'ai créé et que je vous propose identifie 8 modèles qui ont une influence significative sur la manière de concevoir la délinquance et la déviance en Europe occidentale. Ce questionnaire se compose de 40 questions. Et en fait, ces 40 questions se composent de 5 questions qui chacune renvoie à un des modèles. Et donc, si on calcule bien, cela fait 5 questions pour 8 modèles, 40 questions. Par exemple, la première question, je suis le seul à pouvoir défendre mon honneur lorsque celui-ci est attaqué. Donc la personne doit répondre sur une échelle à 5 niveaux, soit 0 si elle n'est pas du tout d'accord, soit 4 si elle est tout à fait d'accord, et elle peut mettre 0, 1, 2, 3 ou 4 pour relativiser sa réponse. Alors quels sont les 8 modèles de justice que je propose? Le premier est le modèle que j'ai appelé vindicatif, le deuxième l'arbitrage populaire, le troisième le modèle chrétien, le quatrième le modèle libéral, le cinquième le modèle ontologique, le sixième le modèle environnemental, le septième le modèle néo-marxiste et le huitième le modèle scientifique. Alors évidemment, j'entends déjà certaines remarques par rapport à ces 8 modèles, puisque la première question que l'on pourrait m'adresser, c'est pourquoi pas plus de modèles, ou bien pourquoi pas moins de modèles? C'est une question évidemment intéressante et qui renvoie, moi j'y répondrais en disant que c'est ma lecture finalement d'une histoire de la justice qui est tout à fait critiquable et moi je ne suis pas du tout fermé à l'idée qu'on en rajoute ou qu'on en enlève. Voilà, ça c'est une question qui prête à débat et je serais très heureux de pouvoir débattre ça avec vous.
La deuxième critique porte sur la différence. On constate que ces modèles sont très différents, qu'ils appartiennent à des logiques différentes. Alors la question est comment faire coexister des disciplines qui sont à ce point différentes les unes des autres. Mais justement, le but que moi je recherche par la création de ce questionnaire est de mettre en lumière, de permettre de mieux se rendre compte en quoi chacun de nous se réfère à des modèles plus diversifiés que ce qu'on ne pense. En fait, j'ai constaté que pas mal de criminologues, de psychologues qui travaillent ou d'individus qui réfléchissent autour de la justice se réfèrent à un paradigme parfois très fort et que la question devient souvent très vite passionnelle et qu'il y a parfois certains qui sont extrêmement militants pour défendre un modèle. Eh bien, en fait, je pense que derrière ce modèle, il y a également d'autres modèles qui se dessinent et l'ambition de mon questionnaire est de se rendre compte que même si on est convaincu de son propre modèle, en fait, on se réfère également à d'autres modèles de manière plus implicite. Et puis, un des avantages, je pense, de créer un questionnaire où chacun des modèles coexiste les uns avec les autres, c'est de discuter, de se rendre compte comment ces différents modèles sont en interaction les uns avec les autres. Le premier modèle que j'ai identifié s'appelle le modèle vindicatif. C'est le modèle le plus ancien, le plus universel que l'on retrouve dans les paradigmes de justice. Et sa caractéristique est de répondre à une logique de vengeance. Ça signifie que au sein des relations entre les individus, lorsqu'un dommage est causé à une personne ou un groupe ou à une famille, eh bien la personne qui s'avère lésée, qui a subi le dommage, a la possibilité, voire l'obligation, de produire une vengeance. C'est un système qui forcément crée également un nouveau dommage qui lui-même pouvait amener une nouvelle représaille, une nouvelle vengeance de la part des autres. Donc c'est un modèle qui répond à la logique du œil pour œil, dent pour dent, puisque dès lors que je suis victime d'une agression ou qu'on a tué quelqu'un dans ma famille, j'ai la possibilité de tuer un membre de la famille de la personne qui a tué cette personne. C'est un système qui a prévalu pendant des milliers d'années et qui se caractérise par une solidarité familiale extrêmement importante, puisque les gens se reconnaissent appartenir à une famille, à une lignée, et cette famille dispose d'un honneur. Et donc la question de l'honneur est un concept extrêmement central dans ce modèle, puisque c'est cet honneur qu'il faut absolument restaurer par la vengeance. Dès lors qu'on a agressé un membre de ma famille, rétablir une vengeance à la hauteur du dommage commis permet de restaurer cet honneur familial. Il y a un postulat assez fort dans ce modèle vindicatif qui est que la crainte d'une représaille empêchera une personne d'envisager de commettre un crime. L'idée est que la menace jugule ou empêche les violences au sein du groupe d'appartenance. C'est le modèle qui s'avère le plus universel et on retrouve régulièrement au sein de la population une demande de restaurer ce modèle de type vindicatif. Notamment, on pense aux personnes qui souhaitent le rétablissement de la peine de mort. C'est exactement cette logique-là, puisque au nom d'un dommage commis au sein de la population, eh bien, on propose que la justice réponde à la violence par la violence. Si une personne a tué une autre, eh bien, elle doit être tuée elle-même. Le deuxième modèle, je l'ai appelé le modèle d'arbitrage populaire. C'est le cas de figure d'un conflit qui émerge entre une personne et une seconde, et ces deux personnes ne parviennent pas à régler leurs problèmes et peuvent faire appel à une tierce personne qui tiendra un rôle d'arbitre dont la fonction est de trouver une solution au conflit proposé par les deux. C'est-à-dire que cette tierce personne tranche et propose une médiation en quelque sorte
entre les deux personnes pour apaiser la tension qui existe entre les deux. C'est une logique qui répond au cas par cas. Cela signifie qu'il n'y a pas nécessairement des textes préécrits pour résoudre les conflits, mais l'arbitre entend les deux parties et tente d'y trouver une solution unique qui est censée convenir aux deux parties pour apaiser le climat social. C'est un modèle que l'on retrouvait déjà dans la Grèce antique, puisque les juges, les magistrats étaient parfois choisis au sein de la population pour entendre le problème et tenter d'y donner une solution individualisée. Et plus proche de nous, il y existe un modèle de justice qui est une technique, en tout cas qui existe dans notre code pénal, qui propose une médiation pénale où une tierce personne qui n'est pas nécessairement magistrat tente de trouver une solution à l'amiable entre deux parties et la faire valider par un magistrat. Le troisième modèle est le modèle chrétien. Alors le modèle chrétien, on peut se demander ce que vient faire la religion dans ces modèles de justice. En fait, elle est relativement évidente quand on y réfléchit, puisque dès le IVe siècle, la pensée, l'idéologie chrétienne a exercé une influence majeure sur la moralité de la population. Alors le modèle chrétien n'est pas un modèle qui se veut scientifique, c'est un modèle qui répond à une logique dogmatique. Car à partir du moment où il y a une parole divine, cette parole divine propose des idéaux de vie et les fidèles sont invités à se conformer à certaines valeurs et à en éviter d'autres. Et cette approche dogmatique n'appelle pas critique ou des remarques, ce n'est pas quelque chose qu'on négocie nécessairement, en tout cas on ne fait pas appel à la population pour remettre en question la parole divine, et donc c'est une parole qui doit être acceptée telle qu'elle. J'ai parlé tout à l'heure du droit canonique, c'est un droit d'origine divine qui sert à organiser l'Église catholique romaine. Ce droit canonique qui existe encore actuellement et donne une série de guides, de réflexion dans la manière de gérer le peuple de Dieu. Alors le modèle chrétien est un modèle particulier, c'est une religion qui a amené en tout cas un changement dans la conception des relations interpersonnelles à ce moment-là. J'ai représenté ici en haut à droite un dessin de la Pietà qui représente Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour sauver la nature humaine. Cela signifie que le modèle chrétien défend une série de valeurs extrêmement fortes que les sujets sont censés accepter. Parmi ces valeurs, on retrouve la tolérance, le pardon, l'humilité, la protection des plus faibles, l'aide aux plus démunis, etc. C'est donc un modèle qui met en avant la paix et qui tente de transformer la tendance agressive en tendance à la paix. L'adage que l'on retrouve dans la pensée chrétienne, c'est de tendre l'autre joue quand on est agressé. Le modèle chrétien, durant tout le Moyen-Âge, on le constate, s'est opposé au modèle vindicatif, puisque à côté de la logique guerrière qui caractérisait les guerriers, eh bien on retrouvait le modèle chrétien qui tentait de juguler les agressions entre pays voisins et qui instaurait des moments de paix conformément à un idéal religieux. Le modèle chrétien continue à influencer les processus législatifs puisque encore actuellement, certaines conceptions morales influent le processus législatif. Il suffit de songer à des lois qui tournent autour de l'euthanasie ou de l'avortement ou des mariages entre personnes pour constater que les valeurs religieuses exercent encore une influence significative. Le modèle suivant est le modèle que j'ai appelé libéral, qui est un modèle plus tardif, qui apparaît de manière la plus claire au XVIIIe siècle lors de la Révolution française, puisque c'est grâce à l'héritage de la philosophie des Lumières que la Révolution française aura lieu, et on peut lire la Révolution française comme étant une victoire du peuple, mais pas seulement du peuple, mais d'une partie du peuple qui était en fait la
la partie la plus érudite et la plus bourgeoise de la population sur les deux autres classes qui étaient la noblesse et le clergé. Il en a découlé à la fin du XVIIIe siècle l'écriture des premiers codes pénaux dont on connaît actuellement l'issue, donc ils n'ont pas changé radicalement entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui, puisque la logique était la même, qui était de reprendre dans un livre officiel censé être accessible à tous, la liste des comportements qui étaient interdits. La caractéristique de ces codes pénaux est de reposer sur deux concepts extrêmement forts, le premier étant celui de la liberté et l'autre de la responsabilité de l'homme éclairé. Cela signifie que on ne peut punir un individu que s'il a commis un acte qui est répréhensible en connaissance de cause. Donc dans cette logique-là, on part du principe que l'individu pèse le pour et le contre avant de commettre une action et que dès lors, il doit répondre de ses actes dans l'après-coup auprès d'un juge, d'un magistrat. C'est au nom de cette logique de liberté individuelle qui repose en fait sur une conception de l'homme très forte, qui est que tous les êtres humains de la société choisissent, font des choix en connaissance de cause. Ce modèle libéral est un modèle important puisque c'est ce modèle-là qui permet aux magistrats de prononcer les jugements au nom même du code pénal et du concept de liberté de choix. Et donc ce modèle libéral représente le substrat de la justice officielle telle qu'on la connaît actuellement. Le modèle ontologique est ce qu'on pourrait appeler l'approche médicale du délinquant. Donc c'est un modèle qui est un peu plus tardif que le modèle libéral, donc il connaît son heure de gloire au XIXe siècle et au début du XXe. Et en quoi consiste-t-il? En fait, il consiste à se rendre compte qu'il existe des caractéristiques internes à l'individu qui le prédisposent au crime. C'est la période où, de manière scientifique, avec des instruments de mesure, on va tenter de découvrir les signes internes et externes, parfois au niveau corporel et parfois au niveau psychologique, des caractéristiques qui prédéterminent un individu à commettre des actes criminels, alors que d'autres sont déterminés à avoir intégré les valeurs morales de la société. Donc c'est un modèle qui va se référer à une logique rationnelle qui vise à mesurer l'individu, et physiquement et psychologiquement. Par exemple, les éléments que l'on va tenter de mesurer, d'objectiver, sont la force physique, l'impulsivité. Est-ce qu'un individu est plus impulsif qu'un autre? On part du principe que les individus plus impulsifs vont commettre plus d'actes impulsifs que ceux qui le sont moins. On va tenter de mesurer les émotions. La notion de psychopathie, par exemple, est un diagnostic psychologique ou psychiatrique qui identifie certains individus comme étant plus enclins à commettre des actes graves que d'autres. Le modèle suivant est le modèle appelé environnemental. C'est une approche plus sociologique du délinquant qui va également tenter de déterminer les caractéristiques d'un individu, mais cette fois-ci, il s'agit de caractéristiques externes. Et ces caractéristiques externes également prédisposent un individu à commettre des actes criminels. Donc il s'agit d'identifier les variables culturelles, cette fois-ci, qui favorisent la délinquance. Alors par exemple, parmi ces variables, les sociologues s'intéressent au lieu de vie, les conditions économiques, l'influence des pairs, au niveau d'éducation de certains individus et constatent que telles caractéristiques prédispose justement la commission d'actes criminels. Le modèle suivant est le modèle néo-marxiste. Alors le modèle marxiste et néo-marxiste naît des réflexions de Marx sur les différences de classe entre les individus de la société occidentale. L'idée marxiste, le postulat marxiste est de dire qu'il existe un patronat qui dispose d'un capital important, c'est-à-dire d'un capital notamment financier, mais également de la force de travail, et qui possède dès lors une grande part des richesses,
alors que les travailleurs en bas de l'échelle ne disposent pas de ces richesses et sont en fait à la merci du patronat et travaillent pour lui pour enrichir finalement un nombre restreint de personnes. Le thème majeur est celui d'une inégalité fondamentale entre le patronat et les travailleurs. Comme par hasard, on constate que les personnes qui se retrouvent dans les prisons et qui commettent une série d'infractions visibles, contraires à la loi, se retrouvent en bas de l'échelle sociale. Il s'agit en fait des travailleurs qui sont exploités pour la plupart des cas par le patronat, par le grand capital. Donc le modèle néo-marxiste constate également une inégalité de la justice, puisque lorsque les personnes plus fortunées, par exemple les grandes multinationales, enfreignent les lois, elles ne se retrouvent pas incarcérées et parfois ne sont pas sanctionnées du tout par les justices officielles. Alors que les voleurs de rue, quant à eux, sont beaucoup plus visibles et sont plus souvent sanctionnés par la justice officielle. Et donc on se rend compte que la délinquance des plus pauvres fait l'objet d'une stigmatisation particulière du système de justice. En outre, ce système de justice propose une autoprotection du système bourgeois. Donc en gros, pour résumer, on constate que le modèle néo-marxiste constate l'inégalité des richesses entre les individus et que ces individus qui se situent en bas de l'échelle vont faire preuve, dans certains cas, d'inventivité pour tenter de vivre malgré tout, et le vol peut faire partie de ces systèmes inventifs pour tenter de survivre au sein de la population. Et suite à ces inventivités, ces actes innovants pour tenter de survivre, eh bien, le système de justice, vu comme bourgeois, criminalise cette partie de la population. Et le dernier modèle est le modèle scientifique. Le modèle scientifique repose sur l'idée qu'une série d'observations rigoureuses de la réalité extérieure permet de déduire une série d'hypothèses sur justement cette réalité extérieure. Classiquement, elle consiste à répéter plusieurs fois des expériences ou la même expérience et de tirer des conclusions de ces observations systématiques et de déduire une réflexion sur le monde qui nous entoure. Ces hypothèses, une fois extraites des expériences, est soumise à des critiques, à la critique en général, et ces critiques permettent de raffiner les expériences qui permettent elles-mêmes de raffiner les hypothèses sur le monde qui nous entoure, qui elles-mêmes font l'objet de nouvelles critiques. Et donc c'est un jeu intellectuel qui vise à construire un savoir basé sur la réalité extérieure et sur l'interprétation de ces phénomènes pour tenter de construire un corpus de connaissances qui permet de s'améliorer continuellement. Donc le modèle scientifique a connu des destins divers au cours de l'histoire. À certains moments, la logique scientifique était encouragée, mais dans bien des cas, la logique scientifique était plutôt considérée comme étant extrêmement dangereuse, notamment face à des pensées dogmatiques avec lesquelles elle n'est pas compatible. La criminologie est censée répondre à ce modèle scientifique. Cela signifie qu'elle doit s'inspirer du monde extérieur, des expériences, des observations du monde qui nous entoure, afin de tenter de mieux les comprendre, d'en proposer des interprétations et de se soumettre à la critique pour améliorer son corpus de connaissances. La question qui se pose concernant le questionnaire des modèles de justice, c'est de savoir s'il y a moyen de mesurer ces ensembles de modèles. Donc mon idée de départ est que ces différents modèles coexistent les uns à côté des autres au sein de la population et parfois au sein même de nous-mêmes. Et mon ambition est de savoir s'il y a moyen de les mesurer, de les approcher de manière scientifique. Dès lors que l'on accepte l'idée qu'on peut les mesurer, eh bien la question que l'on peut se poser est de savoir quels sont les modèles les plus fréquents au sein de la population. Une autre question est de savoir comment ces modèles s'articulent les uns avec les autres aujourd'hui. Alors pour tenter de répondre à ces questions, une première récolte de données a été effectuée en 2015 via les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook et Google. En quoi ça consistait ? Eh bien j'ai tenté de diffuser à partir de ma page Facebook
en demandant à certaines personnes d'elles-mêmes relayer cette demande sur leur propre réseau, la suggestion de répondre à ce questionnaire. Donc une remarque déjà ce profil-là au niveau de la représentativité des données, on ne peut pas affirmer que les 137 personnes qui ont répondu au questionnaire sont totalement représentatives de la population. Cet échantillon de 137 personnes se compose de 51 hommes et 86 femmes. L'âge moyen est de 35 ans. Et les analyses statistiques que je propose par la suite ont été effectuées avec le logiciel statistique qui s'appelle R, qui est un logiciel de statistique open source. Alors quels sont les modèles qui sont les plus présents au sein de cet échantillon? En observant ce graphe, on constate que le modèle qui est le plus représenté est le modèle environnemental. En effet, on constate que la moyenne se situe aux alentours de 15. Donc on pourrait penser que la plupart des gens qui ont répondu au questionnaire pensent que la délinquance dépend de facteurs externes, c'est-à-dire que les délinquants ne choisissent pas en eux-mêmes de devenir délinquants, mais qu'en fait, leur environnement les amène à commettre des actes délictueux. Les deux modèles les plus rarement cités, rapportés, sont le modèle vindicatif, qui est le modèle qui prône la vengeance, et le modèle chrétien, qui, à l'inverse du modèle vindicatif, prône la tolérance et le pardon pour les personnes qui sont violentes. On remarque que ces deux modèles qui sont en fait les plus rarement cités sont en fait les modèles qui correspondent à la période médiévale. Le modèle justement issu de la Révolution française, celui de l'homme éclairé, qui est responsable de ses choix, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, qui est le modèle libéral, occupe une position assez significative. Si on observe le schéma, on constate que la moyenne est autour de 12 ou 13. Donc c'est un modèle auquel les personnes tiennent, le modèle du libre choix. La moyenne obtenue pour le modèle néo-marxiste se situe aux alentours de 10. Ça signifie que les gens se répartissent autour de cette idée et présentent une dispersion assez importante. Si vous observez le schéma, vous constatez qu'il y a des personnes qui sont totalement opposées au néo-marxisme, c'est les gens qui obtiennent un score de 0, et d'autres qui sont tout à fait d'accord et qui obtiennent le score de 20. Donc le modèle néo-marxiste semble être celui qui amène le plus de divergence au sein des personnes qui ont répondu au questionnaire. Il en va un peu de même du modèle scientifique, où les gens ont l'air aussi partagés, puisque la moyenne est aussi autour de 10, et qu'il existe également une disparité des réponses à ce niveau-là. Ce schéma ne permet toutefois pas de répondre à la question du lien qui existe entre chacun de ces modèles. C'est pour ça qu'on peut observer un autre graphique. Ce graphique renvoie au lien qui existe entre les 8 facteurs les uns avec les autres. C'est une représentation graphique d'une matrice de corrélation. La taille du rond renvoie à la force de la corrélation et la couleur du rond renvoie à la direction de la corrélation. Les ronds de couleur orange, rouge renvoient à une corrélation positive et les ronds de couleur bleue renvoient à une corrélation négative. Ça signifie que tel facteur est inversement proportionnel à un autre. Je vous propose de jeter un œil, modèle par modèle, avec les liens qu'il entretient avec les 7 autres. Donc, commençons par le modèle scientifique. Le modèle scientifique, on le constate, partage une corrélation mais relativement faible avec les autres modèles, toutes positives ou bien insignifiantes. Par exemple, on constate que le modèle scientifique partage un lien avec le modèle environnementaliste et le modèle ontologique. Ce n'est pas tellement un hasard puisque les deux modèles, ontologique et environnementaliste, visent à déterminer les caractéristiques internes et externes de l'individu qui prédiraient la propension au crime. Et ces deux paradigmes, environnementaliste et ontologique, se réfèrent à une logique qui est scientifique. Les autres corrélations sont plus faibles, même si le modèle libéral est également corrélé avec le vecteur scientifique. On constate qu'il n'y a aucun des 7 autres modèles qui est opposé au modèle scientifique. Cela signifie que les autres modèles ne sont pas opposés à ça.
C'est une surprise en fait parce qu'on pourrait concevoir que le modèle chrétien est antinomique avec le modèle scientifique, ce qui n'apparaît pas dans la matrice de corrélation. Ce qu'on constate, c'est que le modèle scientifique est quasiment indépendant du score en modèle chrétien. Si on observe les corrélations qui existent entre le modèle environnementaliste et les 7 autres modèles, la corrélation qui apparaît la plus évidente, c'est celle avec le modèle néo-marxiste. On n'est pas surpris de ce résultat puisque le modèle néo-marxiste est un modèle qui situe les causes de la délinquance à l'extérieur de l'individu puisque pour le système néo-marxiste, l'individu subit une injustice qui découle de la différence des classes au sein de la population et dès lors, c'est un modèle qui explique ses actes par des modèles qui lui échappent de manière relativement déterministe. Le modèle environnementaliste colle assez bien et s'allie relativement bien avec le modèle ontologique. On pourrait s'attendre à ce que les personnes qui expliquent la délinquance par des facteurs externes ne l'expliquent pas par des facteurs internes et vice-versa. Les résultats indiquent que ce n'est pas le cas et que les personnes réfléchissent en alliant et des facteurs qui sont externes et des facteurs qui sont internes pour expliquer la propension d'une personne à commettre des actes de délinquance. Par contre, le modèle environnementaliste est peu compatible avec 2 autres modèles. Le premier est celui du modèle vindicatif. Les personnes qui conçoivent la délinquance comme étant déterminée par des facteurs externes rejettent l'idée que ces personnes doivent faire l'objet d'une vengeance. Elles rejettent également l'idée, mais un peu moins forte, mais quand même présente, puisque la corrélation est bleue, que l'individu commet ses actes par libre choix. Donc, comme on le disait déjà précédemment, le modèle libéral repose sur la conception forte du libre choix des individus. Le modèle environnementaliste est peu compatible avec cette idée de libre choix. Et pour cause, le modèle environnementaliste, tout comme le modèle ontologique, sont des modèles plutôt déterministes de l'individu et donc sont peu compatibles avec l'idée que les gens choisissent, puisqu'en fait les gens sont déterminés par ces facteurs qui les dépassent. Le modèle néo-marxiste partage le lien avec le modèle environnementaliste, comme on vient de voir, mais est d'autant plus antinomique avec la conception libérale de la délinquance. On retrouve une opposition relativement nette entre cette approche qui critique la société en tant que c'est elle qui produit la délinquance versus la conception libérale qui soutient l'idée que ce sont les individus qui choisissent de commettre des actes délinquants au nom de leur libre choix. Le modèle néo-marxiste rejette également la logique vindicative et le modèle néo-marxiste est relativement d'accord avec le modèle d'arbitrage qui consiste à trouver une solution au cas par cas. Le modèle chrétien se caractérise par une quasi-absence de corrélation avec les autres modèles. Donc c'est un modèle qui semble exister tout seul, à côté des autres. On a vu déjà précédemment que le modèle chrétien était le moins revendiqué par les personnes qui avaient répondu au questionnaire. On pourrait dire que le modèle chrétien conçoit le monde avec une lunette qui est une lunette morale qui partage peu de liens avec la notion de délinquance. Le modèle vindicatif, qui est le modèle du œil pour œil, dent pour dent dont on parlait tout à l'heure, partage un lien relativement fort avec un autre modèle qui est le modèle libéral. C'est-à-dire qu'on pourrait comprendre les choses ainsi, on pourrait dire que à partir du moment que les individus ont choisi de causer un dommage à la société, eh bien cela permet de légitimer une réponse violente du même acabit pour tenter de réprimer ces actes d'agression. Par contre, le modèle vindicatif est incompatible ou peu compatible avec une vision environnementaliste et une vision néo-marxiste de la délinquance. On retrouve toutefois un lien entre ce modèle vindicatif et un modèle d'arbitrage populaire des conflits. On pourrait s'étonner de cette relation puisque le système vindicatif propose la vengeance pour résoudre les problèmes alors que l'arbitrage propose une négociation extérieure. En ce qui concerne le modèle libéral, on retrouve ses accointances avec le modèle vindicatif. On retrouve également une accointance avec le modèle ontologique. Ce n'est pas nécessairement une surprise puisque dès lors qu'on conçoit
l'être humain comme étant libre de ses choix, on peut également s'intéresser aux caractéristiques de l'individu qui l'amène à produire ses propres choix. Ceci dit, dans la prône l'idée inverse, qui est que l'être est déterminé par des caractéristiques intérieures qui le prédisposent au crime. On retrouve à nouveau l'opposition du système libéral avec deux autres modèles, le modèle environnementaliste et surtout avec le modèle néo-marxiste qui place la responsabilité des passages à l'acte sur la société et non pas sur l'individu. Alors le modèle d'arbitrage populaire présente des corrélations positives avec les autres modèles, les corrélations modérées. Cela porte à penser que ce modèle de justice n'est pas incompatible avec les autres modèles et qu'il peut coexister à côté des autres modèles. Le modèle ontologique présente également un consensus assez fort autour de ses conceptions. Autant il encourage la recherche scientifique autour des caractéristiques internes qui prédisposent au crime, que à s'intéresser également à des facteurs qui sont externes. Le modèle ontologique encourage également à s'intéresser aux facteurs externes qui prédisposent au crime, mais est également compatible avec la pensée libérale, avec la logique d'arbitrage et un petit peu avec la logique vindicative. Cet autre graphique représente graphiquement également les liens que les modèles partagent les uns avec les autres et en quoi ils s'opposent. C'est en fait une analyse en composantes principales et on constate que les modèles se distribuent selon trois régions géographiques. Deux paires de modèles s'opposent les uns aux autres. Si vous observez le graphique, en haut à gauche, vous constatez qu'on retrouve le modèle libéral et le modèle vindicatif, alors qu'en bas à droite, on retrouve deux autres modèles, le modèle néo-marxiste et le modèle environnementaliste. Et entre les deux paires de modèles, on retrouve les quatre autres modèles qui occupent une position plus ou moins centriste. Alors interpréter les facteurs n'est jamais une tâche très facile parce que voilà, c'est soumis à l'interprétation. On peut nommer les facteurs en fonction du sens qu'on leur donne. Cette analyse en composantes principales nous amène à nous demander en quoi le modèle libéral et vindicatif s'oppose au modèle environnementaliste et néo-marxiste. L'analyse en composantes principales nous invite également à penser qu'il s'oppose au moins sur deux facteurs latents. Alors, un des premiers facteurs pourrait renvoyer à l'idée de changement. D'une part, le modèle libéral et vindicatif invite l'individu à changer, soit en acceptant le contrat social, soit en ayant peur des représailles en cas de transgression, soit, de l'autre côté, avec le modèle néo-marxiste et le modèle environnementaliste, c'est la société qui doit changer. C'est-à-dire que l'individu n'y est finalement pour pas grand-chose, au fait qu'il se retrouve en situation de vulnérabilité et que dès lors c'est la structure même, les modèles des institutions qui existent qui doivent être modifiés. Le deuxième facteur pourrait renvoyer à la notion de responsabilité. C'est évidemment en lien également avec le premier facteur, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. La notion de responsabilité offre une grille de lecture de la société qui nous entoure. Soit on conçoit que ce sont les individus qui sont responsables des choix qu'ils opèrent. C'est le cas du modèle libéral et du modèle vindicatif, alors qu'on pourrait également prétendre que l'individu est dépendant de la société dans laquelle il évolue et que dès lors, c'est la société qui est responsable de ces délinquants. C'est le cas du modèle néo-marxiste et du modèle environnementaliste. Les quatre autres modèles ont des positions apparemment moins tranchées autour de ces questions-là. On pourrait concevoir par exemple que le modèle scientifique ne parvient pas à trancher cette question de la responsabilité individuelle ou sociale, puisqu'elle ne peut pas répondre à cette question, ces questions étant de l'ordre du philosophique. Étant donné que j'avais demandé l'âge des personnes qui répondaient au questionnaire, on pourrait concevoir que les jeunes se réfèrent plus souvent à un modèle plutôt qu'à un autre, alors que les personnes plus âgées se réfèrent à d'autres modèles. Alors il y a moyen de faire une corrélation entre l'âge de la personne et le score obtenu au modèle. Donc, que constate-t-on ? Eh bien qu'il y a deux modèles qui apparaissent plus influencés par l'âge, celui du modèle environnementaliste et celui de l'arbitrage populaire. Donc on constate qu'avec l'âge, les personnes sont de moins en moins enclines à identifier des facteurs extérieurs à l'individu, expliquant le comportement délinquant.
À l'inverse, au plus les répondants vieillissent, pour le dire comme ça, eh bien au plus ils sont favorables à l'idée d'arbitrage populaire, c'est-à-dire de tenter de résoudre le problème à l'amiable. Donc les résultats du questionnaire permettent d'identifier 3 familles de modèles de justice assez distinctes. Alors d'une part, on retrouve une famille qui est néo-marxiste environnementale, qui affirme que les délinquants ne sont pas responsables de leur comportement, mais que c'est bien la société qui induit des comportements de type délinquant. L'autre famille est la logique libérale vindicative, qui repose sur l'idée que les êtres au sein de la société sont munis d'un libre arbitre absolu et que s'ils choisissent de recourir au passage à l'acte transgressif, ils doivent être punis, c'est-à-dire qu'on doit leur apprendre parfois par la force que ce sont des choses qui ne se font pas. Et ces 2 modèles sont en conflit, cela signifie que leur vision du monde est peu compatible et qu'ils peuvent difficilement composer l'un avec l'autre. Et puis entre ces 2 familles de modèles, on retrouve les autres modèles que j'ai décidé de nommer ainsi, j'ai laissé les guillemets pour tenter de comprendre ce qu'il en est. C'est la famille des personnes qui, face à un problème de délinquance de la société, proposent d'aviser au cas par cas de manière rationnelle et consensuelle. Cette dernière famille est une famille plutôt modérée, qui se réfère moins à une philosophie politique, à une conception de la société forte, mais qui défend une approche plus rationnelle, plus distante et plus froide de la problématique pour tenter de réguler les relations interpersonnelles. Donc voici les premiers résultats de cette étude qui renvoient au modèle de justice. Comme je le disais tout à l'heure, l'importance de s'intéresser à ces modèles repose sur l'idée qu'ils influencent notre vision de la société. La justice n'est pas que la justice, c'est aussi une conception du monde qui nous entoure, des relations que les gens entretiennent les uns avec les autres au sein d'une collectivité. Et comme ces modèles influencent notre vision de la société, ils influencent également les solutions qu'on va tenter de mettre en place pour répondre aux problèmes qui se posent. C'est-à-dire qu'ils influencent la manière dont on va concevoir les interventions sociales, les solutions qu'on va mettre en pratique pour tenter de résoudre les problèmes. Donc il apparaît d'autant plus important de savoir à quel modèle on se réfère, quel est le modèle, notre grille de lecture que nous utilisons pour concevoir la société. Une question plus abstraite que l'on pourrait se poser est de savoir comment ces modèles se construisent pour nous. Qu'est-ce qui fait qu'on les intègre, qu'on les accepte? Souvent, même on en vient à les trouver tellement évidents qu'on ne peut pas les remettre en question. Donc une autre question qui se pose est de savoir comment faire la part des choses entre ce qu'on pourrait appeler les convictions intimes, c'est-à-dire ce que je pense au plus profond de moi-même comme étant la solution et la vérité sur les modes de la société, et les influences culturelles, c'est-à-dire les messages que j'ai déjà entendus, ce qui m'est transmis de manière parfois inconsciente au sujet de ces vérités que moi je crois avoir inventées de toutes pièces. La question de ces influences culturelles nous oblige à transiter par une autre discipline qui est celle de l'histoire, de la recherche des éléments d'idées, des pensées qui nous ont précédés et qui ont façonné les croyances qui existent actuellement dans les sociétés contemporaines. Et donc il s'agit de s'intéresser aux histoires des pays, de notre pays, des pays voisins, des pays qui nous entourent, pour comprendre en quoi ils ont façonné les modèles de justice.